Nous voici sur la deuxième table ronde. Je rappelle que donc notre programme, nous avons dû permuter la table de ce matin et celle-ci. Donc Stéphane Dufoy, Vanessa Barbé et Speranta Dumitru vont nous parler d'un certain nombre de mots. Alors nous le savons tous, le vocabulaire n'est pas innocent, les catégories ne sont pas neutres, les discours ont une valeur informative, normative, les mots sont des mots d'ordre, enfin tout ceci nous le savons. Je dirais que ça commence à faire partie du savoir établi, c'est tombé dans le domaine public, et sans avoir lu John Austin ou Pierre Bourdieu qui ont beaucoup insisté sur ce thème, ou même Victor Klemperer, on sait maintenant que dire c'est faire. Vous prenez le mot République, ben oui, il a été répété à satiété et même à nauséam, j'ai envie de dire, pendant la dernière campagne présidentielle. Et l'idée, elle est simple, c'est qu'à force d'utiliser les mots qui rassemblent, on va rassembler, et vous dites République, 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 et la République sera. Enfin, c'est ça l'idée. L'inverse existe aussi, hein. On peut répéter inlassablement le candidat sortant, dans l'idée que ça aidera à le faire sortir. Je trouve que ça a marché d'ailleurs. Voilà. Alors les rédacteurs, des rédacteurs de discours qui recourent aux grands mots du Rassemblement républicain, ils veulent aussi faire passer un second message. C'est que la République sera, certes, mais elle ne sera pas pour tout le monde. Pas pour ceux qui n'en sont pas. Elle ne sera pas pour certaines pratiques qu'il faut confiner dans l'espace privé. Elle ne sera pas pour les minorités les plus étrangères à nos valeurs. Et on imagine les échanges entre l'orateur et sa plume attitrée pendant une campagne. Mets-moi un peu plus de République dans tout ça. Explique que dans la République, on fait ci, on fait pas ça. Et évidemment, le porte-plume s'exécute. Donc voilà, telle est sans doute la grande principale vertu des grands mots que nous avons en partage, comme on aime à dire, nous rassembler, nous, en traçant une frontière entre eux et nous, entre les outsiders et les insiders, rappeler aux postulants qui peuvent se rapprocher de nous, mais enfin, qu'il y a un prix à payer. Et c'est vrai que République, c'est ce qu'il y a de plus rassembleur a priori. Communauté des citoyens, c'est chaleureux. Intégration, ça intègre par définition. Mais toutes ces formules aussi, sous couleur d'inclure, s'emploient aussi à exclure. Alors j'ai envie de dire que c'est inévitable. Hein, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait même pas commencer à parler s'il n'y avait pas des catégories qui, d'une certaine manière, définissent, incluent et excluent tout à la fois. Mais je crois qu'il faut en prendre conscience, et c'est toute nomenclature, toute catégorisation, évidemment, tend à délimiter, mais le travail du chercheur est d'en prendre conscience. Et alors, c'est l'objet de la présente séance, c'est d'essayer de pousser le travail réflexif sur les mots au-delà de la simple instrumentalisation par la pensée binaire. Et trois grands mots vont retenir notre attention: communautarisme, intégration et développement, je dirais. Alors, trois mots qui traitent tous du rapport qu'entretiennent les sociétés européennes avec les migrants. Dans la perception commune, en effet, le lien qui les réunit est clair. Le communautarisme est un obstacle à l'intégration. Et mieux vaut préparer cette intégration le plus possible en amont, l'idéal étant encore finalement une aide au développement qui puisse tarir à la source les flux migratoires. C'est un peu ça l'idée. Moins d'entrées, moins d'immigrés à intégrer, moins de communautarisme à combattre. Et entre ces trois mots, un fil conducteur. Est-ce que la question donc de l'islam, de la distance culturelle ou religieuse, que l'islam notamment est suspecté de creuser. Alors si cette altérité est déjà présente parmi nous, eh bien il faut évidemment lutter contre le communautarisme. Si cette altérité frappe à la porte ou vient juste d'entrer, il va falloir s'occuper de son intégration. Et puis si grâce sociale est encore lointaine, il va falloir la dissuader. Et quel programme de développement peut-on concevoir pour la retenir au pays d'origine? Voilà le lien qui s'établit entre ces trois communications. Et donc, d'où l'ordre des trois communications. On va suivre l'ordre que je viens d'indiquer. Chacune va traiter sa part du problème en questionnant les évidences du vocabulaire. Mais évidemment, diversité des disciplines oblige, les armes employées ne sont pas les mêmes. Ce sera la sociologie du vocabulaire pour le communautarisme, ou la socio-histoire des mots. Ce sera évidemment
le travail d'explicitation juridique des critères au sujet de l'intégration, et puis il y aura avec Esperanta la logique implacable du raisonnement éthique concernant l'aide au développement. Je ne vais pas déflorer ici le contenu des 3 communications, il est déjà suffisamment dans le dossier que vous avez, je vais me contenter de les introduire à ma façon. L'objet de Stéphane Dufoy, le mot communautarisme et ses dérivés, s'inscrit donc dans une longue série de concepts qui ont surgi dans les années 80. Et c'est une des principales surprises, comme je l'avais montré dans mon introduction, que réserve l'évolution du vocabulaire, le vocabulaire employé depuis peu, enfin qu'on peut analyser depuis peu grâce à l'outil que je vous indiquais tout à l'heure, Ngram Viewer. Et donc tous ces mots, lien social, toutes ces expressions, ces locutions, ces mots d'ordre, lien social, cohésion sociale, état de droit, valeurs républicaines, valeurs communes, égalité, tout ça est infiniment plus récent que nous ne le pensions. Le Haut Conseil à l'intégration, par exemple, dans un de ses derniers rapports en 2009, explique qu'il faut transmettre aux immigrants le patrimoine républicain. C'est l'expression qu'il a utilisée, en ignorant que le mot et la chose, en fait, sont des copies d'anciens, beaucoup plus que des choses anciennes. Donc nous sous-estimons l'ampleur des ruptures qui ont marqué l'histoire de nos perceptions. Et je pourrais, à propos de ces années 80, parler un peu comme on avait parlé autrefois. Il y avait un classique de Digoin sur la crise allemande de la pensée française, un grand livre, Digoin. Comment la défaite de Sedan avait complètement bouleversé les intellectuels français qui avaient changé la conception de l'enseignement, la conception des valeurs, de la recherche, etc., etc. Nous sommes dans une espèce de crise migratoire de la pensée républicaine. Et cette crise migratoire de la pensée républicaine, ça c'était les années 80. Et dans les années 90, on est carrément dans la crise islamique ou musulmane de la pensée républicaine. Alors Stéphane va plus loin, il met en relief les nombreux éléments qui continuent d'alimenter la hantise du communautarisme dans les années 90. Il y a des effets, des faits objectifs et des événements, des échos dans les. Enfin, tout cela n'est pas uniquement évidemment du fantasme, mais il faut bien insister là-dessus. Mais enfin, le tableau que va dessiner Stéphane Dufoy est celui d'une surenchère. C'est un peu plus communautariste, plus républicain que moi tu meurs. Hein. Et dans cette surenchère où tout le monde essaie de pousser les curseurs à fond, Stéphane va poser une question: est-ce que cette notion repoussoire peut nous aider à finalement décrire empiriquement la situation des communautés religieuses en France? Il va montrer que c'est un peu compliqué, qu'il y a des retournements inattendus dans cette notion. Le second mot examiné sera intégration. L'arme de la réflexivité, cette fois, sera le raisonnement juridique. Il arrive que le droit se contente de notions floues. Hein, vous connaissez les titres des livres de Carbonnier ou de Mireille Delmas-Marty, Flexible droit, le flou du droit. Mais on connaît tout ça. Mais Vanessa Barbé rappelle que le flou n'est plus de mise quand une notion très récemment introduite dans le droit devient un critère d'intégration, devient un critère, une condition à remplir, exigible de l'individu juridiquement. Ça devient en fait, c'est les mots utilisés dans les textes, un instrument d'évaluation de l'intégration qui va conditionner l'accès à des droits. Et là, du coup, si on utilise cette notion, introduite un peu subrepticement depuis 10 ans, il va falloir la définir et c'est ce à quoi elle va s'atteler. Parce que l'intégration, naguère, c'était un concept de sociologue. C'était un état empirique de la société qu'on pouvait mesurer par des indicateurs qui étaient toujours collectifs, qui étaient probabilistes. Mais quand ça s'applique à des individus pour lesquels on exige le remplissement d'un certain nombre de conditions, on change totalement de registre. Autrefois, les critères d'intégration, c'était le taux de suicide, le taux de naissance hors mariage, pour reprendre des exemples classiques, le taux d'homicide était révélateur de l'état d'intégration ou de non-intégration de la société. Le taux d'adhésion aux associations a beaucoup été utilisé par les chercheurs américains comme indicateur d'intégration. Le taux de mariage mixte, mais on n'exigeait pas que l'individu fasse un mariage mixte pour démontrer son intégration. Quand on passe de la sociologie au droit, donc, on change complètement la nature du système. Et ça devient un autre métier. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est Durkheim, à la fin de sa vie, le grand sociologue, s'est retrouvé à la tête d'une commission qui devait attribuer les
des autorisations de séjour aux Juifs de l'Est qui étaient en train de fuir les pogroms russes ou ukrainiens. Et pour la première fois de sa vie, il avait à prendre des décisions. Et alors il écrit à Marcel Mauss, son neveu, en lui disant « Je frémis d'avoir à décider du sort des gens, d'après des rapports écrits. Travailler dans la chair vive, ce métier ne me va pas. » Donc le sociologue ne travaille pas dans la chair vive, mais le juriste, lui, il lui arrive souvent de travailler dans la chair vive. Alors évidemment, le problème est d'autant plus aigu qu'on assiste à un renversement, c'est-à-dire que désormais, le migrant, enfin autrefois, le migrant était candidat à l'intégration, en même temps qu'il était candidat au séjour, et désormais, il doit être intégré pour pouvoir candidater au séjour. L'intégration est requise en amont du séjour, lui d'en résulter à force de temps. Et du coup, évidemment, la notion d'intégration, par définition, si elle est posée en amont comme une condition, va comporter, c'est un paradoxe pour la notion d'intégration, mais une forte composante d'exclusion. Et en tentant de définir à l'échelle européenne les critères harmonisés qui accompagnent cette nouvelle tendance, eh bien le juriste, est-ce que le juriste entre dans une logique politique? Est-ce que le juriste, ou au contraire, le juriste va-t-il apporter, par son exigence de clarification, un recul critique finalement, qui pourrait infléchir le cours des politiques? Je voudrais dire en passant, alors c'est une parenthèse que j'ouvre, que finalement l'affaire de la réforme du droit de la nationalité, qu'on est en train d'exhumer de nouveau maintenant, elle est tout à fait en accord avec ça. Avant, on disait « laissons faire le temps pour que l'intégration se fasse ». Et si vous regardez le droit de la nationalité français, il est fondamentalement, on parle toujours du sang et du sol, mais en fait, il est fondé sur le temps. Vous avez d'abord le droit du sang, n'est-ce pas, est français, toute personne née d'un Français. Bon. Mais en réalité, le sang n'est rien. Ce qui est important, c'est que c'est la transmission du sang d'une génération à l'autre. Le sol n'est rien non plus, ça c'est le double droit du sol. Vous êtes né en France, un de vos parents est né en France, ça y est, vous êtes français de naissance. Mais ce n'est pas le sol qui compte, c'est la reconduction du sol d'une génération à l'autre. C'est ça la véritable notion. Et vous avez la troisième partie, le volet à mon avis le plus génial de tout ça, parce que le double droit du sol c'est 1851, le droit du sol simple à effet différé c'est 1889. Et le droit du sol simple à effet différé, qu'est-ce qu'il dit? Il est génial, il dit le sol plus le temps. C'est-à-dire, vous êtes né sur place, quelle que soit la nationalité de vos parents, et puis vous avez été élevé sur place, vous avez passé au moins 5 ans, vous devez attendre la majorité. Et la combinaison du sol et du temps, c'est ça qui va vous faire que c'est équivalent à la reconduction du sol sur 2 générations, ou c'est équivalent à la transmission du sang d'une génération à l'autre. Et à partir du moment où on remet en cause ça, on remet en cause la notion fondamentale du temps. Et il faut être attentif à un détail que je signale au passage, c'est que le législateur français a toujours refusé qu'on puisse avoir en France le système américain de l'attribution de l'accès à la nationalité de naissance, simplement par le simple sol, le sol sans temps. Il suffit de naître aux États-Unis, par exemple, et ça y est, vous êtes citoyen américain. Le législateur français l'a toujours refusé en disant non, on ne peut pas donner la nationalité française à un enfant simplement parce qu'on a été de passage. C'est l'expression habituelle. Et les législateurs, dans leur langage ancien, utilisent des formules qui sont un peu désuètes aujourd'hui, mais qui sont les habitudes, les attachements. Et en 1889, le grand argument qui est donné par le rapporteur de la loi pour le double droit du sol, c'est né en France et élevé en France, ils n'ont point d'autre patrie que la France. Et en 1851, le double droit du sol, c'était la formule suivante, qui est quand même extraordinaire, qui est membre du pays réel, ils ne sont pas encore membres du pays légal, les enfants d'étrangers, il faut régulariser cette anomalie. C'est quand même extraordinaire. Donc on ne peut pas oublier ces choses-là, mais il faut en comprendre le sens. Le sens, c'est le temps qui passe. Alors là, avec la notion dont parlera Vanessa Barbet, évidemment, les choses sont à l'envers, puisque l'intégration est requise avant même d'entrer sur le territoire, et donc le temps est aboli en quelque sorte. Bon, c'est une question analogue que va soulever le travail de Speranta Dumitru, mais à partir d'une discipline qui, je pense, je l'espère, est amenée à prendre toujours plus d'importance, qui est l'éthique sociale. C'est-à-dire que la stratégie de Speranta ne consiste pas du tout à nous imposer d'entrée de jeu son système personnel de valeurs, mais à prendre au mot
le discours des instances officielles qui ont des prétentions éthiques, à prendre pour argent comptant leurs mots. Et le thème, en l'occurrence, c'est l'aide au développement. L'aide au développement, c'est fondamental. C'est quelque chose à quoi tous les pays souscrivent à travers l'ONU, à travers la définition des objectifs du millénaire. En 2015, on va redéfinir tout ce qui va se faire suite aux objectifs du millénaire. Comment va-t-on le faire? Speranta va en parler. Et du coup, si on parle de développement, on parle de lutte contre la pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les véritables implications? Quel est le sens de tous ces mots d'ordre? Et donc, au-delà, évidemment, sont en cause tous les systèmes de valeurs. Il y a le système de valeurs de Bentham qui est tout le monde compte et tout le monde compte pour un. C'est le grand principe du démographe, soit dit en passant. Il y a le principe de Kant, la vie n'a pas de prix, mais elle a une dignité. Et puis, il y a aussi, évidemment, tous les apports de Rawls, améliorer le sort des plus pauvres, etc. Et vous verrez que le résultat de sa réflexion est inattendu, puisque ça consiste à replacer la politique migratoire à l'intérieur de l'aide au développement, mais elle nous en dira plus. Je donne la parole au premier orateur, qui est Stéphane Dufoy. Bien, merci, Monsieur le Président. Alors, tout à l'heure, Philippe Portier nous parlait de la question des fictions, du rôle des fictions, de l'importance des fictions et sans doute aussi de la distinction qu'il fallait faire entre les fictions et les fantasmes. Alors, qu'en est-il quand on vient parler de mots, quand on vient parler de discours et quand l'objet, la méthode que l'on utilise est précisément celle qui consiste à tenter, disons dans une formule provisoire, de retracer l'histoire d'un mot. Donc la recherche que je vais vous présenter ici, de manière véritablement très, très succincte, prend position sur cette question de la fiction, mais d'une manière paradoxale. C'est-à-dire que, bien évidemment, les discours sont d'une certaine façon des fictions, c'est-à-dire peuvent être considérés comme n'étant pas la réalité. D'un autre côté, les fictions, les discours plus exactement, sont des pratiques, et ces pratiques ont un effet sur la réalité. Et un effet qui est particulièrement efficace, puisque c'est un effet particulièrement réaliste, et comme on le verra, que les discours contribuent à façonner la réalité dont on traite. Alors la méthode que j'utilise ici est une méthode que j'ai utilisée dans un précédent travail, que j'appelle du nom barbare de socio-sémantique historique, et qui repose en fait sur deux principes qui la singularisent un petit peu de ce qui est généralement considéré comme une histoire de mots classiques. Ces deux principes sont les suivants. C'est d'une part le principe d'impartialité, c'est-à-dire que je refuse dans un premier temps de savoir ce que signifie, on va dire, réellement le mot dont il est question. Et que par conséquent, il ne s'agit pas de le distribuer selon des usages qui sont plus légitimes, moins légitimes, plus normaux ou plus aberrants les uns que les autres. Et un deuxième principe qui est celui de ne pas se contenter d'une sorte d'histoire interne du terme qui viendrait le distribuer à l'intérieur d'une chronologie. Il s'agit en fait de tenter beaucoup plus de retracer les conditions de possibilité de son émergence et donc, si vous voulez, en amont, et en aval de saisir ou de tenter de saisir les effets qu'il a, les effets sociaux qu'il produit. Donc, François Héran en a parlé, le terme en question, la notion, le concept, selon la manière dont on souhaite en parler, est le terme de communautarisme. C'est un terme qui immédiatement est teinté d'une sorte de paradoxe. Un des auteurs qui a travaillé sur cette notion, Laurent Bouvet, commence un de ses ouvrages en disant que s'il est un mot étranger à l'oreille républicaine française, c'est bien le mot communautarisme. Sans doute, quand on regarde effectivement la distribution des usages, c'est sans doute quelque chose que l'on peut remarquer. D'un autre côté, si l'oreille républicaine est en quelque sorte heurtée par le terme de communautarisme, il est frappant de saisir que c'est la bouche républicaine qui l'a façonné et qui l'a créé. Donc l'oreille et la bouche seraient-elles d'une certaine façon à ce point éloignées qu'on peut assez facilement oublier d'où vient le terme et d'où vient surtout son acception actuelle.
Alors, ça n'est pas un terme particulièrement récent, communautarisme. Si on s'attache à repérer les usages qui en existent en français, il remonte assez facilement au XIXe siècle, où il vient désigner, alors d'une manière, on veut dire un échantillon, si vous voulez, assez large de signification, mais qui généralement viennent représenter ou incarner une notion dans laquelle c'est ce qui est en commun. C'est la communauté qui prévaut par rapport à d'autres opposés, d'autres antonymes, qui peuvent être par exemple la notion d'individualisme. Dans la deuxième moitié des années, disons du XXe siècle, le terme de communautarisme est utilisé pour décrire des systèmes politiques, notamment les systèmes politiques dits pluriconfessionnels, le Liban, l'île Maurice, etc. C'est-à-dire où on a une véritable représentation officielle de communauté et ou de religion. Et ce terme, cette acception perdure jusqu'aux années 1980. Et là, ces fameuses années 1980 dont on sent depuis le début de cette conférence qu'elles viennent quand même nous dire quelque chose de très important sur le rapport immigration, société, valeurs. Au cours de la deuxième moitié des années 1980, on commence à saisir une inflexion. Le communautarisme, ça n'est plus véritablement seulement ça. Le communautarisme va se trouver d'une certaine façon nationalisé, c'est-à-dire relocalisé à l'intérieur de l'espace français pour venir décrire une logique qui vient mettre l'accent sur la question de la communauté, sur la question du groupe, au détriment du modèle français qui, lui, mettrait l'accent sur l'individualisme abstrait et sur la capacité à manifester l'indifférence aux différences. Donc le communautarisme viendrait signifier la différence, viendrait ramener la différence là où le système français aurait tenté de l'expulser, ou plus exactement à l'intérieur de l'espace de l'État, de manifester l'indifférence aux différences que je signalais. Le déploiement de cette acception de communautarisme, qui est la seule qui m'intéresse, mais qui cohabite avec les autres, qui n'ont pas disparu, mais dont je me désintéresse pour l'instant. Le déploiement stratifié de communautarisme se déroule à peu près de la manière suivante. Il est avant tout visible, dès la fin des années 1980, dans un univers intellectuel, qui va se trouver médiatisé soit par des revues intellectuelles, non pas forcément des revues au sens scientifique du terme, mais des revues intellectuelles, Esprit, Le Débat, et par on va dire les journaux nationaux, les quotidiens nationaux, par l'intermédiaire de leurs différentes rubriques de points de vue, où c'est véritablement de cette manière-là que l'on voit apparaître le terme. Ce terme commence à véritablement prendre à l'intérieur de l'espace politique qu'un tout petit peu plus tard, et notamment à partir du milieu des années 1990, qui est le moment où on le voit par exemple apparaître à l'intérieur des débats parlementaires. J'ai pratiqué une étude, je l'espère exhaustive, des débats parlementaires depuis le début des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, et il n'y a pas d'occurrence du terme communautarisme ou communautariste avant 1996. C'est le premier moment où cela apparaît. Je viendrai nuancer et infléchir un petit peu cette certitude à la fin de mon intervention. Le lexique journalistique s'en empare également, progressivement uniquement, c'est-à-dire non seulement via la médiatisation de tribunes intellectuelles, mais aussi progressivement à l'intérieur du corps de différents articles. Mais cela ne se fait que progressivement au cours des années 1990, et on peut constater sur les années 2000, un phénomène qui est assez intéressant, c'est des pics qui sont à chaque fois caractéristiques des campagnes présidentielles. 2002, 2007, 2012. C'est-à-dire qu'entre ces pics-là, il y a une décroissance du nombre d'occurrences et que cela remonte au moment du lancement des campagnes présidentielles. Alors, quelles sont les logiques manifestes, c'est-à-dire explicites, visibles, des usages de ce terme ?
Tout d'abord, et je pense que c'est très important, il est toujours présenté comme relevant d'un registre descriptif et non pas d'un registre idéologique. L'usage de communautarisme vient toujours décrire des phénomènes qui seraient à l'œuvre, des mouvements, une logique, des forces qui seraient en train, par leur insistance sur la communauté, par leur insistance sur l'isolement, par leur insistance sur l'entre-soi dont parlait tout à l'heure Patrick, qui viendraient en quelque sorte mettre en danger l'unité et l'indivisibilité du corps politique national. Deuxièmement, l'espace de ces usages n'englobe pas seulement l'espace français, ou plus exactement, il vient incorporer une représentation très française de ce que serait la société américaine. La société américaine est perçue comme étant tout à la fois le lieu d'origine, le prototype, mais aussi le lieu de réalisation de ce qu'est ou de ce que serait le communautarisme. De fait, du coup, la multiplication des communautarismes ou du communautarisme, selon la manière dont on le décrit, viendrait en quelque sorte préfigurer le risque de passage de la France à une société à l'américaine, qui serait du coup caractérisée non plus par l'universalisme abstrait républicain, mais qui serait précisément caractérisée par cette multiplication mosaïque d'entités culturelles, cultuelles, ethniques, religieuses, raciales, bref, ayant un fondement collectif qui ne viendrait plus correspondre à la logique de l'espace français, puisque ces valeurs-là, celles qui seraient mises en avant par les communautaristes, viendraient fondamentalement contredire le modèle français. Ce seraient les valeurs du ghetto, de l'ethnicité, de la religion, du politiquement correct, du relativisme des valeurs, des quotas, du multiculturalisme, du relativisme culturel, je crois que je l'ai déjà dit, etc. Ce risque américain, en quelque sorte, est d'autant plus fort qu'à cette époque-là, au début des années 1990, quand véritablement le terme commence à prendre intellectuellement et progressivement politiquement, le gouvernement français est en lutte essentiellement contre le gouvernement américain pour la défense de l'exception culturelle. C'est-à-dire pour la défense d'une manière d'extraire tout ce qui relève de la culture des discussions qui sont à l'œuvre dans le cadre de l'Uruguay Round du GATT en 1993, qui visent à déréguler autant que possible la circulation des biens, les biens culturels étant alors potentiellement soumis à un risque, c'est de se trouver exactement sur un pied d'égalité avec les biens marchands. La France se bat pour éviter que les biens culturels ne tombent véritablement dans ce cadre. Cependant, il serait risqué de considérer qu'il n'y a qu'un repoussoir américain, parce que ce n'est pas du tout le cas. À cette époque-là, ce repoussoir américain qui existe est en affinité élective avec une sorte de reformulation discursive et politique de ce qu'est le modèle français, c'est-à-dire une recomposition de la vision du républicanisme. Et on se rend compte que ce qui, sur le plan international, relève de la défense de l'exception culturelle, va devenir, sur un plan, on va dire, national en tant que tel, mais en lien avec des risques infranationaux, la défense de l'exception française. Et cette défense de l'exception française, c'est justement celle de l'exception républicaine qui ne veut pas prendre en compte la reconnaissance officielle des communautés. Le communautarisme, vu de cette manière-là, décrit des choses extraordinairement diverses. C'est-à-dire aussi bien la revendication régionaliste, la volonté de défendre une politique linguistique pour les langues régionales ou les langues minoritaires, la défense des droits des homosexuels, la question de la parité pour les femmes, la question du port du voile et de toute manière de tout ce qui peut être port de signes religieux, les défauts d'intégration, mais aussi les émeutes qui apparemment pourraient être d'origine
ethnico-racial, bref, tout ce qui, en tant que tel, concerne la critique du modèle républicain. Du coup, qu'est-ce que le communautarisme de cette manière-là? Apparemment, c'est un mouvement que l'on peut décrire, ou un ensemble de mouvements que l'on peut décrire. Ce que je vous propose à partir de cette recherche, c'est de considérer qu'en fait, c'est essentiellement un terme d'un nouveau lexique républicain en voie de constitution depuis les débuts des années 1990, qui vient subsumer à l'intérieur d'un seul et même terme un ensemble de phénomènes qui potentiellement n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, mais qui, saisis à l'intérieur d'un seul et même terme, vont permettre aux défenseurs du républicanisme français de se créer un ennemi. Et cet ennemi n'est pas seulement un ennemi extérieur, c'est également un ennemi qui est en notre sein, en tant que tel, et qu'il faut venir débusquer. Mais cet ennemi, il vient fonctionner de manière fractale. C'est-à-dire que cet ennemi, le communautarisme, devient aussi un élément du discours, devient un élément de la rhétorique, devient un moyen de gagner des points, en quelque sorte. Et ce moyen de gagner des points va se manifester notamment à l'intérieur du débat partisan. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du débat partisan, qu'il s'agisse de l'espace de l'Assemblée nationale ou qu'il s'agisse de tout autre espace de débat politique, eh bien, il va devenir de plus en plus facile et de plus en plus efficace de dénoncer l'autre comme étant communautariste. C'est-à-dire comme venant soutenir, défendre, permettre en quelque sorte le travail de sape de ce qui fait l'indivisibilité du corps français, de ce qui fait la logique républicaine exceptionnelle de la République française. On en arrive du coup, je termine, on en arrive du coup à une sorte de paradoxe, je sens tendu, c'est pour ça. On en arrive à une sorte de paradoxe. C'est que finalement, pour reprendre les mots de Louis-Georges Tin à une conférence en 2005, on est toujours le communautariste de l'autre. Personne, à ma connaissance, ne revendique le fait d'être communautariste. Le communautariste, c'est toujours l'autre. Mais si c'est toujours l'autre, cela signifie que c'est un signifiant mouvant, malléable, du coup qui peut être recomposé quasiment à l'infini. Ce que je veux simplement vous proposer pour finir cette intervention, c'est de tenter de penser du coup la manière dont, depuis quelques années, c'est relativement récent, je pense que c'est 7-8 ans grand maximum, la notion de communautarisme commence à être utilisée par ceux que l'on accuse d'être des communautaristes. C'est-à-dire ceux que l'on accuse d'être des représentants de communautés vont venir réutiliser le terme, se le réapproprier pour venir dénoncer un communautarisme dominant. C'est-à-dire un communautarisme qui serait masculin, hétérosexuel, blanc, chrétien. C'est-à-dire un communautarisme dominant, et d'autant plus dominant qu'il est invisible, puisqu'il vient se loger à l'intérieur même de la neutralité républicaine, et qu'il vient se cacher, ou qu'il viendrait se cacher d'une certaine façon, à l'intérieur des plis de l'indifférence aux différences. Je vous remercie. Merci Stéphane. Je n'ai pas présenté les trois orateurs, mais dans les documents que vous avez, ils sont, je crois, tout à fait clairement présentés, donc j'espère qu'ils m'en excuseront. Alors le tour est maintenant à Vanessa Barbet sur la notion juridique d'intégration. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, ma recherche porte sur la définition juridique de l'intégration. C'est une étude de droit comparé pour se demander justement s'il existe une définition juridique de l'intégration, étant donné que c'est une notion qui est fréquemment employée, voire même à la mode dans le discours sociologique, dans le discours politique, qu'elle a émergé en droit dans les années 2000, je reviendrai là-dessus, dans de nombreuses démocraties contemporaines. Et donc, est-ce que cette notion a un contenu juridique? Si vous voulez bien, je vais illustrer cette problématique par un tout petit cas pratique pour commencer.
que je soumets à votre sagacité. Je vais vous énoncer une règle de droit. Donc c'est un article du Code du séjour et des étrangers en France. Je vais vous énoncer des faits et on va voir si vous trouvez la solution, en tout cas, qui a été dégagée par les tribunaux. La règle de droit est la suivante, c'est l'article L 314-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dit couramment le CESEDA. Je cite, donc ça concerne la délivrance d'une première carte de résident en France. La délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française. Alors, il n'y a pas de définition de ce terme, mais on a une sorte d'énumération de faisceaux d'indices, d'éléments d'un faisceau d'indices pour apprécier cette intégration. Cette intégration est appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, sans que ces principes ne soient énumérés. C'est son engagement personnel à respecter ces principes et aussi le respect effectif de ces principes. Donc non seulement faut-il s'engager à respecter les principes, mais aussi les respecter sans que ces principes ne soient encore énumérés. Et enfin, de sa connaissance suffisante de la langue française. Donc on a un texte qui énonce comme condition juridique d'obtention d'une première carte de résident l'intégration républicaine de l'étranger. Je vous cite les faits d'un arrêt récent du 11 juillet 2013 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Madame X, qui est une ressortissante camerounaise, a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé et le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident à ce titre. La Cour administrative d'appel a annulé cette décision du préfet au motif que l'intéressé était certes condamné pour proxénétisme aggravé, mais que cette condamnation s'effaçait derrière d'autres éléments du faisceau d'indices, et notamment, je cite, sa participation à la vie locale, sans encore que, alors on ne sait pas justement en quels termes elle participait à la vie locale, mais sans que les détails de cette participation ne soient non plus détaillés dans cet arrêt. Donc, ce qu'on voit bien sûr, pour illustrer cette problématique, c'est que le terme intégration, qui ne fait pas l'objet d'une définition dans la loi, est susceptible, bien évidemment, et encore plus l'intégration républicaine, est susceptible, bien évidemment, de multiples interprétations. On verra ce que le Conseil d'État, donc l'ultime instance, dira. Alors, le terme intégration, donc je vous le disais, a été introduit dans la législation française à partir des années 2000. La première loi est celle du 26 novembre 2003. Elle est relative à la maîtrise de l'immigration. Et ensuite, les lois introduisent même le terme intégration dans leur titre. La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. La loi du 20 novembre 2007 sur la maîtrise de l'immigration, l'intégration et l'asile. Et la dernière loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Je vous cite d'autres instances juridiques qui ont été créées, celle-ci en 1989, donc à la suite, on l'a dit, de des affaires du foulard islamique. On a un Haut Conseil à l'intégration. On a également, depuis 1989... Oui. Le comité interministériel à l'intégration qui est chargé de proposer des programmes d'action en matière d'intégration. On a exactement le même constat de l'introduction de ce terme dans le droit dans de très nombreuses démocraties. Je vous cite quelques exemples. En 2009, on a une nouvelle loi britannique, le Border Citizenship and Immigration Act, qui introduit la notion d'intégration par le biais d'une nationalité probatoire, c'est-à-dire que l'étranger peut acquérir la nationalité, mais la conserver seulement s'il fait preuve d'intégration après l'acquisition de cette nationalité par une série d'éléments, de faisceaux d'indices aussi que nous verrons par la suite. Je peux vous citer également la loi allemande du 5 août 2004 sur l'immigration qui, elle, crée des cours d'intégration à destination des étrangers candidats à la naturalisation. On peut citer aussi une loi espagnole de 2009 qui porte sur les droits et libertés des étrangers et leur intégration sociale. C'est donc une notion qui est largement introduite en droit dans de nombreuses démocraties, mais dans toutes ces démocraties, dans tous ces pays, le constat est le même. Il n'y a pas de définition du terme intégration dans les textes juridiques. Je vous cite un auteur belge à propos de l'introduction donc, dans le Code civil belge de la volonté d'intégration pour être naturalisé. Ce concept n'est défini nulle part et c'est exactement le même constat qui peut être fait dans les autres pays. Et pourtant,
Cela semble curieux qu'un texte aussi un mot aussi important ne fasse pas l'objet d'une définition. Pourquoi est-il aussi important en droit? Parce que l'intégration est la condition de l'obtention et de l'attribution de nombreux droits. Je vous les cite. L'intégration est une condition pour, dans certains pays, entrer sur le territoire et obtenir une carte de résident. Elle peut être aussi une condition du regroupement familial, c'est-à-dire pouvoir faire venir les membres de sa famille sur le territoire à la condition qu'ils soient intégrés. C'est une condition également à l'acquisition de la nationalité, à la naturalisation. C'est une condition dans certains pays aussi à la confirmation de la nationalité probatoire, comme je le disais. On peut obtenir la nationalité, mais à la condition de faire preuve d'intégration par la suite. Ça peut être aussi une condition de l'absence de déchéance de la nationalité, c'est-à-dire que si on fait preuve, en quelque sorte, je mets des guillemets, de désintégration après l'acquisition de la nationalité, on peut donc en être déchu. Et ça peut être aussi une condition de l'empêchement de l'éloignement de l'étranger. Donc s'il est intégré, les tribunaux pourront faire preuve d'une certaine clémence en empêchant son éloignement. Donc ce qu'on remarque dans les textes juridiques, comme tu le disais François, c'est que le lien entre intégration et stabilité du séjour est renversé. La stabilité du séjour est conditionnée par l'intégration. L'intégration de fait, en quelque sorte, précède l'intégration de droit, alors qu'on a souvent pensé qu'au contraire, c'était la nationalité qui favorisait, qui avait une vocation intégrative. Aujourd'hui, ce lien semble renversé. Donc, grâce à cette étude de droit comparé, j'ai essayé de définir, de délimiter les contours de cette notion. Ce que l'on remarque grâce à l'étude donc, de diverses législations, c'est qu'on a une définition qui est à peu près semblable. On a à peu près les mêmes critères pour définir l'intégration. Il faut connaître la langue, il faut connaître un peu l'histoire de l'état d'accueil, il faut faire preuve de ce qu'on appelle une bonne moralité, ne pas avoir été condamné à pour certaines infractions pénales, et aussi il faut participer à la vie de l'état d'accueil. Et ce que je remarque, je vais énumérer ces conditions avec plus de détails tout de suite, c'est que certaines d'entre elles sont précises juridiquement. Effectivement, on peut définir légalement ces critères, mais beaucoup d'autres de ces critères ne sont pas suffisamment précis juridiquement, ce qui entraîne évidemment un risque d'arbitraire dans l'appréciation de l'intégration de l'étranger. Dans un premier temps, je voulais évoquer le premier groupe de critères qui me semblent satisfaisants juridiquement, qui peuvent bénéficier d'une précision juridique. On trouve par exemple comme condition d'intégration la connaissance de la langue et de la culture ou de l'histoire de l'état d'accueil. Alors effectivement, cette connaissance, elle peut être appréciée très facilement par des tests. En Italie, on le voit, on a des tests spécifiques, par exemple, pour la langue et pour la connaissance de l'histoire ou de la culture de l'état d'accueil. On a aussi ces tests, par exemple, je vous en cite, en Australie, on a 20 questions en 45 minutes. En Allemagne, on a 33 questions en 1 heure. Au Royaume-Uni, on a 24 questions en 45 minutes. Donc ce sont des tests très précis et anonymes. C'est aussi ça qui est important. Dans d'autres États, cette évaluation-là, aussi bien de la langue que de la connaissance de la culture ou de l'histoire de l'état d'accueil, elle n'est pas du tout anonyme et elle est effectuée non pas par un enseignant, mais par un agent de l'immigration. Par exemple, aux États-Unis, on a un test qui s'appelle le New Naturalization Test, qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2008, qui comporte 100 questions, mais l'agent de l'immigration en choisit 10. Donc ce choix déjà peut démontrer une certaine subjectivité. Est-ce qu'on choisit les questions les plus faciles ou les plus difficiles? En France, aussi bien la langue que la connaissance de l'histoire ou de la culture sont également évaluées par l'agent de l'immigration, donc, et non pas par des tests anonymes. Et c'est vrai que si le test semble un élément d'objectivation de ces connaissances, on peut introduire une part de subjectivité dans l'organisation de ces tests. Deuxième critère qui me semble juridiquement satisfaisant, pour être intégré, nous dit le droit, il ne faut pas avoir été condamné, il ne faut pas avoir subi certaines condamnations pénales. Je vous cite un exemple. Au Canada, on a une liste précise donc, des condamnations qui font obstacle à l'intégration, notamment à la naturalisation. Par exemple, purger une peine ou en avoir purgé une lors des 4 dernières années précédant la demande de naturalisation, être accusé ou être jugé coupable d'un acte criminel, ou faire l'objet d'une enquête pour crime de guerre ou crime contre l'humanité, ou être accusé ou condamné pour de tels crimes. Donc on a une liste très précise de ces condamnations pénales qui sont un obstacle à l'intégration.
En France, on a un mélange entre critères objectifs et critères très subjectifs, parce que c'est l'article 21-23 du Code civil qui nous dit la naturalisation ne peut être opérée. On a d'un côté un critère objectif, si l'étranger a fait l'objet d'une des condamnations pénales qui est visée par un autre article, je vous en cite la substance, c'est des condamnations pour terrorisme ou pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou encore lorsqu'on a été condamné à une peine supérieure à 6 mois d'emprisonnement, sans sursis. Et on a un deuxième critère totalement subjectif, l'étranger ne peut pas être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et mœurs. Alors qu'est-ce que les bonnes mœurs ? C'est une grande notion du droit civil, du Code civil napoléonien. On n'a pas de réponse, bien évidemment. C'est une notion évolutive, totalement conjoncturelle, sans doute, et qui rentre pourtant dans l'appréciation du critère d'intégration pour la naturalisation. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est encore plus flagrant, puisque ce seul critère est énoncé comme condition d'intégration, puisqu'aux États-Unis, il faut avoir une bonne nature ou un bon caractère. J'ai traduit librement la notion de good moral character. Et au Royaume-Uni, il faut avoir un good character. Donc ça, c'est apprécié, bien sûr, totalement subjectivement. On voit sur les sites Internet des ministères d'intégration respectifs que qu'est-ce qu'avoir un good character ? C'est ne pas avoir été condamné justement à certaines infractions, pour certaines infractions pénales, mais celles-ci ne sont pas, bien sûr, listées. Dans un second temps, on voit aussi, toujours à propos de ces condamnations pénales qui font objet de l'intégration, qu'une fois qu'on a obtenu la nationalité, on peut aussi, avec toujours ces guillemets, se désintégrer, se sortir de la société et ne plus être intégré par la commission de certaines infractions pénales, ce qui entraîne la déchéance de nationalité. Donc ça existe dans de très nombreux pays. Je vous cite simplement le droit français, puisque c'est l'article 25 du Code civil, qui permet la déchéance de nationalité pour des faits très précis, comme l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Et dans ce cas-là, il faut avoir commis ces faits dans les 10 ans de l'acquisition de la nationalité pour encourir cette déchéance. Donc, selon moi, ne pas avoir commis d'infraction pénale et ne pas avoir été condamné, ça peut être un critère juridique précis d'intégration. En revanche, le second groupe de critères, pour moi, est totalement... je me dépêche, est totalement subjectif, n'est pas assez précis juridiquement. Le droit exige dans de très nombreux États, par exemple, ou alors on a aussi des critères très symboliques. Le droit, dans de nombreux États, par exemple, exige que l'individu prête serment ou signe un contrat officiel ou un document officiel. C'est vrai que c'est intéressant, ça dramatise un peu l'acquisition de la nationalité, la naturalisation, mais ça n'est pas un critère juridique satisfaisant pour savoir si l'individu est intégré ou pas. On a également une notion très floue utilisée par la plupart des textes, qui est celle de participation à la vie de l'État d'accueil. Cette participation, elle passe par exemple par la résidence sur le territoire de l'État d'accueil. On ne peut pas être naturalisé si, par exemple, en France, on n'a pas vécu pendant 5 ans sur le territoire français. Mais cette notion de résidence, qui semble pourtant claire et précise, on a vécu 5 ans ou pas, elle est interprétée par les juridictions de manière très subjective, parce que non seulement il faut avoir vécu pendant 5 ans, mais aussi que la famille ait vécu pendant 5 ans. Par exemple, on a un arrêt du Conseil d'État de 2010 dans lequel un ressortissant suisse habitait en France, mais sa femme et ses enfants en Suisse, sa femme ne le rejoignant que le week-end. La nationalité française, tout simplement, lui a été refusée pour cette raison. La participation à la vie de l'État d'accueil passe aussi par la participation économique, la participation intellectuelle, ces notions-là n'étant pas non plus précisément définies. Par exemple, en France, on peut obtenir une carte de séjour si on a contribué de façon significative au développement économique ou au rayonnement intellectuel, scientifique, culturel de la France. C'est une appréciation totalement subjective, là encore. Enfin, l'intégration peut aussi être interprétée comme la participation à la vie locale, comme dans notre exemple de Madame X, ressortissante camerounaise. La participation à la vie locale étant même appréciée par les autorités locales en France, puisque le Code du séjour et des étrangers impose d'obtenir l'avis du maire de la commune lorsque le préfet apprécie justement la condition d'intégration pour l'attribution d'une carte de séjour. Donc, pour terminer,
Je voulais simplement montrer que si on a des éléments qui sont communs dans la plupart des démocraties pour définir l'intégration, en tout cas dans les textes, la connaissance de la culture et de la langue, l'adhésion aux valeurs ou l'absence de condamnation pénale et la participation à la vie de l'état d'accueil, la majorité de ces critères sont insuffisamment précis. S'ils sont insuffisamment précis, ils sont interprétés de manière subjective et ils peuvent l'être de manière arbitraire. On peut peut-être s'interroger pour terminer si une définition commune de l'intégration en Europe ne pourrait pas être envisagée, mais cela supposerait bien évidemment de dégager des valeurs communes aux pays européens pour définir l'intégration dans ces pays. Merci beaucoup Vanessa. Nous passons maintenant à quelque chose qui a l'air de ressortir d'un registre complètement différent, mais qui en fait est tout le problème de la dissuasion de l'immigration en amont. C'est un des aspects en tout cas du problème. Et la réponse que vous apportez. À vous la parole. Merci beaucoup. C'est bon. Nous connaissons les rapports entre migration et développement plutôt par l'ancien ministère de la migration, du co-développement et les paroles que beaucoup de politiques portent dans les médias en disant nous devrions faire plus de développement pour avoir moins de migration. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt de réfléchir à la question inverse. Est-ce que nous ne devrions pas, pour faire du développement, faire plus de migration? La question que je vais vous poser, si on veut vraiment combattre la pauvreté, ne devrions pas renoncer, peut-être dans certains cas, à l'aide au développement au profit d'une augmentation de la migration. Je vais essayer de vous extraire de l'actualité française au profit d'une actualité plus globale, une actualité mondiale, cosmopolite, qui est bouillonnante actuellement. Ne serait-ce que le mois dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a organisé le 2e dialogue de haut niveau sur la migration et le développement. Et il y a tout un ensemble d'événements, une large consultation des citoyens, des associations de partout dans le monde pour essayer de forger le nouvel agenda du développement, l'agenda post-2015. Post-2015 parce que l'actuel programme du développement a son échéance, qui a commencé en 2000 et qui a son échéance en 2015. Il a contenu 8 objectifs du millénaire, dont le premier, par exemple, était de réduire la pauvreté extrême de moitié. Les résultats sont en partie là. Cet objectif a été atteint presque, mais malgré cela, la réduction reste encore à faire parce qu'il y a 1,2 milliard de personnes dans le monde qui vivent avec moins d'1,25 $ par jour. Donc, étant donné ces circonstances, on peut se demander comment, et les agences onusiennes et les associations se posent cette question, et le second dialogue de haut niveau a eu pour thème comment intégrer la migration dans le prochain agenda du développement. De quelle manière est-il possible de mettre un objectif simple, mesurable, comme réduire la pauvreté de moitié, faire plus de migration. Pour certains, c'est difficile, mais on peut aussi voir comment certains chercheurs, certains économistes travaillent sur cette question. Pourquoi la migration est si importante pour le développement, est devenue si importante pour le développement? La première et la principale raison qui motive les acteurs, les agences onusiennes, mais aussi les États, est que le volume considérable des transferts d'argent des migrants. Cette année seulement, on a les sommes, le volume des transferts d'argent envoyés par les migrants ont été de 550 milliards de dollars, dont presque, vous voyez, 80% seulement aux pays du développement. Les pays qui en bénéficient le plus, vous les avez dans le graphique à gauche, c'est l'Inde, la Chine, selon le volume des
des envois d'argent. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, 71 milliards de dollars, mais nous pouvons envoyer en Inde. Mais si on réfléchit un instant, 71 milliards de dollars, c'est la fortune de Bill Gates, qui est envoyée en une seule année par les migrants en Inde. 60 milliards de dollars envoyés en Chine, c'est la fortune de deuxième fortune américaine, Warren Buffett, qui est envoyé en Chine en une seule année par les migrants. Pour certains pays, le second graphique, pour certains pays, ces envois d'argent représentent des sommes colossales qui représentent, par exemple, pour Tadjikistan, la moitié du son PNB, du son produit national brut. Donc, vous voyez, ce sont des enjeux assez importants en matière de développement. Maintenant, si on regarde ce qu'on faisait avant dans le développement, c'était en général l'aide au développement. Donc, tout le monde pense qu'il faut envoyer de l'aide au développement pour diminuer la migration. Mais si on regarde les courbes de l'aide au développement et des transferts d'argent, vous avez les transferts d'argent en bleu. Vous voyez qu'à partir de 1996, les transferts d'argent des migrants dépassent et vont continuer à dépasser l'ODA, l'aide publique au développement, au point qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 fois, depuis longtemps en fait, à plus de 3 fois ce que les États peuvent envoyer dans les pays pauvres. On peut se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut renoncer à l'aide au développement ou est-ce qu'il faut compléter, faire plus de migration et pourquoi? De quelle manière intégrer la migration dans le programme du développement mondial? Et on peut s'inspirer de certaines recherches, comme par exemple celle du professeur d'économie Lant Pritchett, qui est à Harvard, qui a montré déjà en 2006, ce sont des chiffres qui datent un peu, et vous voyez que les transferts d'argent augmentent de plus en plus chaque année, il a montré que si on augmentait la population active, si on augmentait la migration et la population active dans les pays riches de 3%, nous obtiendrons avec ces chiffres plus de 300 milliards de dollars. Et ces gains constitueraient en effet 2 fois plus que ce que les pays pauvres pourraient obtenir par 3 politiques de développement conjuguées, c'est-à-dire l'aide au développement, mais aussi la libéralisation totale du commerce, ce qui est impensable aujourd'hui, et l'annulation complète de la dette. Donc 2 fois plus en augmentant de seulement 3% la migration dans les pays riches. Alors, la question qu'on se pose ici, les mots d'ordre, les slogans, on pourrait imaginer un slogan similaire à celui de « Trade, not aid », comme on disait à partir des années 50-60, du commerce, pas de l'aide. On pourrait imaginer un slogan aujourd'hui « Des visas, pas de l'aide ». La question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'on doit penser des visas, pas de l'aide, comme une exclusion, ou des visas et de l'aide? Est-ce que la politique migratoire doit compléter ou doit remplacer l'aide au développement? Et pour répondre à cette question, je vous propose une méthode qui est inspirée de deux économistes qui ont travaillé beaucoup sur l'aide au développement et l'efficacité de l'aide au développement. En effet, si on regarde un petit peu l'histoire des recherches économiques sur l'aide au développement, on constate que jusqu'aux années 90, les recherches étaient contradictoires. On ne savait pas si l'aide, au fond, envoyer de l'argent, envoyer des ressources, était efficace en termes de croissance, efficace en termes de développement. À la fin des années 90, il y a notamment un rapport de la Banque mondiale qui est basé sur des recherches plus exhaustives qui montre et qui crée un consensus parmi les économistes qui montre que l'aide au développement
peut être efficace, mais seulement dans certaines conditions de bonne gouvernance économique. Donc l'aide au développement n'est pas efficace. Il ne suffit pas juste d'envoyer de l'argent, mais il faut avoir des politiques économiques solides derrière. Mais ces deux économistes dont je m'inspire, Paul Collier et David Dollar, ont dit, mais OK, on vérifie si l'aide est efficace en termes de croissance, mais peut-être que ce qu'on devrait viser, c'est l'efficacité en termes de réduction de la pauvreté. Donc, ils ont proposé un autre critère pour juger de cette efficacité, qui est de maximiser le nombre de personnes qu'on sort de la pauvreté. Donc, on choisit la politique qui augmente le plus ces sorties de la pauvreté. Et ils ont alors comparé l'allocation de l'aide entre les pays qui étaient à l'époque faite avec une allocation qui viserait ces pays qui ont une bonne gouvernance, et ils ont constaté que cela permettrait de sortir de la pauvreté 18 millions de personnes supplémentaires par an qui auraient pu être sorties de la pauvreté par une autre allocation de l'aide. Donc, je reprends ce critère pour répondre à ma question. Ma question étant, est-ce que la migration doit-elle être un complément ou un remplaçant de l'aide? Et je prends le même critère, je vais juger ma politique en fonction de... je vais choisir la politique qui maximise le nombre de personnes qui sortent de la pauvreté. Et je vais avoir deux cas de figure. Dans certains pays, l'aide n'est pas efficace et elle doit probablement être remplacée par d'autres mesures, dont la migration. Et dans d'autres pays, l'aide peut être efficace et permet de sortir de la pauvreté des personnes, et elle doit être complétée par de la migration. Pourquoi il est important de parler en termes de pauvreté et de juger la migration en termes de pauvreté? Parce que les recherches sont là. Et on a observé que l'efficacité des transferts des fonds est réelle, non seulement en termes de développement. Par exemple, pour une recherche sur le Mexique, on a observé, enfin, on a calculé, on a considéré qu'un dollar envoyé par les migrants correspond, selon les familles où il est envoyé et les usages qui en sont faits, à 2,69, 3 dollars de développement. Mais aussi, on a observé sur un échantillon assez important de pays, 80 pays, Adams and Page ont analysé l'impact à la fois des transferts d'argent sur la réduction de la pauvreté et de l'augmentation de la migration sur la réduction de la pauvreté. Ils ont constaté que ces effets sont bien réels. Je passe plus rapidement, mais peut-être on pourra revenir dans la discussion sur les arguments éthiques, parce qu'on parle argent, mais peut-être qu'il y a d'autres valeurs qui peuvent être de mise. Il s'agit d'une part d'un changement de conception du développement. Il n'y a pas que le développement économique, mais le fait que les transferts d'argent visent les familles, parfois dans des zones les plus éloignées, dans les zones rurales, qui investissent dans l'éducation et dans la santé, fait qu'on change de vision de développement, d'un développement purement économique vers un développement humain. Mais aussi, il faut ne pas oublier les migrants eux-mêmes, dont les revenus sont multipliés, dont les opportunités sont multipliées également. Et ce changement de conception de migration, de développement, on peut le voir comme... enfin, on peut le saluter comme d'autres l'ont fait, comme des économistes qui disent, en fait, quand on passe au développement, ce sont les personnes et non les lopins de terre, les régions qui éprouvent du bien-être. Ce sont les personnes qu'on devrait cibler et non pas les régions. Je vais maintenant me demander si mon slogan « Des visas, pas de l'aide » doit contenir le mot « visa ». Parce que si on veut vraiment maximiser le nombre de personnes qui sortent de la pauvreté,
peut-être qu'on devrait complètement renoncer au visa. Les économistes, en fait, ont calculé les effets de l'absence de contrôle des frontières. Donc, si on libéralisait le passage, la traversée des frontières, et ils ont constaté, selon les hypothèses qu'ils ont faites, que ces gains étaient toujours positifs, qu'une ouverture totale des frontières augmenterait le produit, le PIB mondial. Pour certains, le doublerait. Enfin, vous voyez les chiffres qui sont là. Vous allez me dire, mais ça, c'est une utopie. Et dans une discussion Sérieuse, très intéressante hier, on m'a dit, mais c'est quelque chose de novateur. Et je remercie la personne qui me l'a posé, parce que, en effet, quand on regarde un petit peu dans l'histoire longue, on voit que cette situation a été presque existante et qu'aujourd'hui on la considère comme utopiste, mais elle était de mise au XIXe siècle. Les frontières fermées, le contrôle des frontières qu'on connaît aujourd'hui commence après la Première Guerre mondiale, et avant on a une période d'intense migration sans au XIXe siècle, on a 55 millions d'Européens qui migrent vers les Amériques. Les chercheurs, les économistes ont aussi calculé pour cette période-là l'augmentation, non pas seulement de la croissance, mais aussi la diminution des inégalités. Ils regardent ce phénomène, ils l'appellent convergence, c'est-à-dire la réduction des inégalités mesurée en termes de salaire avec pouvoir d'achat paritaire. Et ils ont constaté que dans la période où la migration, au XIXe siècle, la migration était intense, on a une convergence, une réduction importante des inégalités, et que l'absence de l'arrêt de la migration, la généralisation des passeports qui commence peu à peu après la Première Guerre mondiale, est aussi responsable de la stagnation. Donc, je vais... Juste l'idée que je voulais souligner ici, c'était le fait que la migration est un important levier du développement, et c'est un fait qui est connu par les économistes depuis longtemps. J'aimerais juste finir par une citation de John Kenneth Galbraith qui disait « La migration est le plus ancien moyen de lutte contre la pauvreté. Elle est bénéfique pour le pays d'accueil, elle aide à briser le cercle de pauvreté dans le pays d'origine. » Et il se demandait, étonné, et je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais vous la poser à vous. Par quelle perversité de l'âme humaine sommes-nous poussés à résister à un bien aussi manifeste? Je vous remercie. Merci. Alors voilà, 3 communications assez riches. Je ne vais pas faire un commentaire trop long, enfin poser des questions trop longues. J'avais juste une première question pour Stéphane. J'avais, moi, le sentiment que la France avait commencé par défendre le dossier de l'exception culturelle, se rendant compte que ça passait très mal auprès des pays étrangers, parce que exception culturelle était compris comme exception française. On a glissé à ce moment-là vers un autre terme qui était la défense de la diversité culturelle, à laquelle, par exemple, quelqu'un comme Hélène Ruiz-Fabry a participé lorsqu'elle a assisté la discussion juridique à l'UNESCO sur cette question. Donc voilà, je voulais savoir si la diversité culturelle avait été une base de repli, voyant que l'exception culturelle ne marchait pas, ou comment ça s'était passé. Et là, je crois que la chronologie serait assez intéressante. Pour Vanessa, ma question, c'est, dans ce panorama tout à fait fascinant autour de l'Europe, évidemment, on se dit que quand même, il doit y avoir de grandes différences entre le droit au séjour et la naturalisation. La naturalisation, c'est la consécration d'un processus qui est quand même long et qui peut... Alors en France, il faut au moins 5 ans, mais enfin, il y a toute une... en moyenne, c'est quand même beaucoup plus tard que ça, même si, évidemment, il y a des gens qui l'acquièrent par mariage, par...
essentiellement par mariage, mais pas simplement par demande. Donc, est-ce que le tableau dressé à travers toute l'Europe changerait substantiellement la liste des critères selon qu'on prend en compte le droit au séjour, qui est vraiment le tout début du processus, ou la naturalisation? Et puis, oui, alors évidemment, le droit, ça c'est toujours fascinant, le droit est très facétieux, et il y a beaucoup de décisions juridiques importantes qui ont fait date, qui prennent un malin plaisir à prendre pour objet la situation d'un personnage pas du tout recommandable, comme l'histoire de la proxénète, mais ça permet justement de dissocier les critères et de voir exactement ceux qui sont opérants, ceux qui n'opèrent pas. Et là, j'avais trouvé que c'était un très bel exemple. Alors, pour Speranta, évidemment, d'une certaine manière, ce qui est le résultat de cette discussion, c'est donc l'ouverture des frontières. Alors, on peut dire, au fond, c'est ce que tu disais, c'est un retour à une situation ancienne, c'est-à-dire que pendant très longtemps, jusqu'au XIXe siècle, on contrôlait les sorties et pas les entrées. Tout l'ancien régime, c'était les sorties qui étaient contrôlées. On n'avait pas le droit de quitter le pays. C'était la situation qui prévalait dans les pays communistes, par exemple. Et le droit de la Convention internationale de Genève, c'était justement fait pour lutter contre ça, pour permettre aux gens de sortir. Parce que l'homme qui a expliqué que tout homme a le droit de quitter son pays, c'est Grotius. À l'époque d'Henri IV, il a écrit ça en étant réfugié en France. Donc, à un certain moment, ça se retourne. Mais est-ce que ce n'est pas, au fond, la solution que tu préconises, évidemment calculée par les économistes, une solution très, très libérale, Adam Smith, déjà, remerciait les pauvres en leur disant c'est formidable, les pauvres, ils migrent, et en migrant, ils rétablissent les équilibres entre les aires pauvres de départ et les aires riches d'arrivée, et ils jouent aussi à la baisse sur les salaires, etc. Donc, remercions les pauvres de rétablir l'équilibre. Et du coup, ça pose d'autres problèmes éthiques et moraux qui seraient peut-être intéressants d'examiner. Voilà. Stéphane ? Merci pour cette question qui est d'autant plus embarrassante qu'à mon avis, elle pourrait assez facilement donner lieu à une recherche en tant que telle. C'est un petit peu le problème. D'après ce que j'en vois, j'ignore à peu près tout de la naissance de l'expression et de la notion de diversité culturelle. Je dois l'avouer platement. Donc je ne vais pas m'embarquer dans un exercice d'acrobatie sans filet. Je préfère avouer mon ignorance, qui est encyclopédique. Et à partir de ce moment-là, à peu près les choses dont je peux globalement parler, c'est plutôt de cette question du rapport entre exception culturelle et exception française. Moi, ce qui m'a frappé en lisant les textes, c'est de voir la façon dont la défense de l'exception culturelle lors de l'Uruguay Round du GATT, donc on est en 1993, qui se solde finalement par une victoire française, c'est-à-dire que les objets culturels, les produits culturels sont retirés de cet accord-là, va en fait donner naissance ensuite en France à toute une politique qui va précisément articuler cette notion d'exception culturelle à la notion d'exception française, concrètement en venant s'adosser au risque que représente l'invasion linguistique anglaise dans le cadre français. Et l'on voit très bien notamment comment cela débouche. Si vous voulez, il y a un effet de cumulativité, c'est-à-dire qu'il y a une chronologique qu'il faut prendre en compte ici. Les négociations sur le GATT en 1993 et la manière dont elles viennent d'une certaine façon, non pas enclencher, mais donner un autre sens à ce qui va devenir la loi Toubon l'année d'après sur la défense de la langue française, notamment contre l'invasion de l'anglais. Or, à ce niveau-là, on vient articuler deux choses qui sont très intéressantes. C'est d'une part une sorte de défense contre une logique perçue comme étant globalisante, impérialiste, linguistique américaine, donc si vous voulez, une menace venant du haut, et d'un autre côté, une menace venant du bas,
qui, elle, s'est signalée à partir de 1992 avec la signature, dans le cadre du Conseil de l'Europe, de la Charte pour la protection des langues régionales et minoritaires, que la France ne signe pas à ce moment-là, mais qui continue à alimenter les débats, et notamment les débats en 1994, dans le cadre de questions au gouvernement, régulièrement cette question revient. Donc on vient... L'ignorance de Stéphane est toute relative, hein, vous avez bien compris. Non, mais donc, on voit se télescoper, j'arrête là-dessus, on voit se télescoper la menace qui vient du haut et la menace qui vient du bas, d'une certaine façon, à ce moment-là. Merci Stéphane. Vanessa. Ce qu'on remarque assez curieusement dans les démocraties, les pays que j'ai étudiés et en France, alors qu'on pourrait penser justement que l'intégration doit être plus poussée pour la naturalisation que pour le droit au séjour, on remarque assez curieusement que les critères sont quasiment les mêmes. Il y a le critère de la langue, aussi bien pour le séjour et la naturalisation. Il y a le critère du respect des valeurs ou de l'absence de condamnation pénale, donc c'est un tout petit peu plus précis pour la naturalisation, mais c'est à peu près le même critère. Il y a aussi un critère d'adhésion aux valeurs par une cérémonie officielle ou un document officiel. Donc pour le séjour, c'est le contrat d'accueil et intégration, et pour la nationalité, c'est la charte des devoirs, la charte des droits et devoirs du citoyen français. Évidemment, donc le critère qui diffère, c'est le critère de la résidence, forcément. Mais il y a aussi le critère du test de connaissance qui n'est pas exigé pour le séjour, mais vraiment les critères sont quasiment les mêmes, assez curieusement, et on remarque ça aussi dans les autres démocraties que j'ai étudiées. Merci. Il y a juste une réflexion là-dessus. Si vous lisez le rapport du Haut Conseil d'intégration de 2009, qui est assez intéressant de ce point de vue-là, qui est la réflexion la plus poussée, vous avez, ils disent, mais il faudrait distinguer le respect et l'adhésion. Vous savez, c'est ce rapport qui a été commandé par M. Hortefeux juste après l'affaire de la Marseillaise qui avait été sifflée au match France-Tunisie. Hein. Et donc, M. Hortefeux demande au Conseil de donner des critères pour évaluer l'intégration. Le rapport est assez intéressant de ce point de vue-là. Et alors, ils font une distinction entre le respect et l'adhésion. Au début, quand l'immigrant arrive, on ne peut pas lui demander, explique le rapport, de pénétrer, de comprendre le sens et les fondements de la laïcité ou des symboles républicains. Donc, il faut simplement qu'il les respecte, c'est-à-dire ne pas siffler la Marseillaise. Il peut faire ce que les Anglais appellent le lip service, c'est-à-dire qu'ils peuvent redonner la Marseillaise et même la chanter sans avoir nécessairement comprendre les paroles. Et alors là, le rapport dit, oui, mais les Français, eux, qui sont nés là-dedans, ne comprennent pas non plus nécessairement les paroles de la Marseillaise, bien peu, ils même les connaissent. Et donc, il y a l'idée, ah oui, mais pour les migrants, il va falloir un peu prendre du temps. Et donc, au bout de quelques années, le migrant peut devenir un migrant philosophe qui sera capable, comme les philosophes qui ont rédigé le rapport du Haut Conseil, de se pénétrer du sens, etc., etc. Et alors, quand vous lisez ce texte-là, moi, qui j'ai beaucoup travaillé sur la sociologie de la religion, autrefois, je continue encore, c'est extraordinairement le modèle de toutes les sociologies de la religion. C'est-à-dire ou le modèle pascalien, accomplissez les rites, comme ça, il y a un affichage conformiste et ça va faire du lien social. Maintenant, je sais pas, vous assistez à un enterrement, que vous soyez vraiment contrit ou pas, personne ne va le savoir. Vous vous levez quand tout le monde se lève, vous asseyez quand tout le monde s'assied, et puis personne ne vous demande rien de plus. Vous accomplissez le rite, et peu à peu, à force d'accomplir le rite, peut-être que la foi vous viendra. Et il y a l'idée que ce qui fait vraiment que c'est le rite qui fait la croyance, et pas la croyance qui fait le rite, hein, ce qui est une grande formulation durkheimienne, etc. Et donc vous regarderez dans le rapport, il y a cette idée, oui, mais pour que le rite vraiment se remplisse de croyances, pour que le sens investisse les formules, etc., il faut quand même du temps, quoi. Alors ça, c'est très intéressant, et là, on se rend compte à quel point toute cette affaire, notamment l'insistance sur les symboles, là, c'est de la religion civique. Quand on voit la laïcité qui monte en même temps que l'islam là, sur mes courbes, c'est une autre religion qui monte, quoi. Enfin, on a vraiment ce sentiment-là. Bon, c'était un commentaire personnel. Spéranta, allez-y. Merci pour vos questions. Alors, revenons un petit peu au XVIe, XVIIIe siècle, si vous voulez bien, parce que vous avez posé la question de l'Ancien Régime et de la période qu'on dit mercantiliste, en fait. Donc, c'est une dénomination en fait péjorative que Adam Smith avait créée pour critiquer ces gens qui considéraient que la population était une richesse. Donc, il fallait décourager les départs, les migrations, et encourager les entrées, l'immigration.
Et ce qu'ils avaient fait, par exemple, ils donnaient, ils mettaient des impôts, parce qu'on ne pouvait pas finalement interdire les sorties ou les entrées. On taxait les sorties. Voilà, on taxait les sorties en Suisse, en Autriche, et on donnait des avantages fiscaux aux étrangers qui venaient s'établir sur le territoire. Des avantages même d'autres natures. On donnait des dots aux filles des étrangers pour venir s'installer sur le territoire. Donc ça, pays devait être attractif. Voilà. Si on regarde la Constitution de 1791, après, là, donc on ne parle plus de cette période-là, on voit qu'on déchoit de la nationalité les Français qui sont partis, qui sont établis à l'étranger plus de 7 ans, si je me rappelle bien, sinon c'est 5 ans. Et à l'inverse, on donne la nationalité française très rapidement, 1 an, il suffit, on peut être sur le territoire après 1 an. Et les conditions sont extrêmement variées. Il faut ou bien avoir un parent, ou bien s'occuper d'un enfant ou d'un vieillard. C'est un texte très intéressant de la Constitution de 1791 que je vous conseille de lire et de rediscuter. Merci. Stéphane me glisse à l'oreille qui n'a jamais été appliqué, mais bon. Mais c'est le même esprit. Voilà. Après, on regarde 3 ans, donc on va naturaliser beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 5 ans, mais 5 ans ne suffisent pas, en fait, pour être naturalisé. En tout cas, ce qui est intéressant dans toute cette affaire, c'est à quel point nos représentations sur ce qui est normal, pas normal, utopique ou réaliste en matière de migration a complètement changer et peut se retourner complètement. Enfin, c'est ça qui est très intéressant. Juste un mot peut-être, et puis on va voir prendre 1 ou 2 questions parce qu'on est vraiment en retard. Enfin, oui, d'accord. C'était juste parce que ça fait une analogie pour comprendre aussi pourquoi on en est là. La discussion d'Adam Smith, la critique des lois des pauvres. Donc, les lois des pauvres sont introduites en Angleterre au XVIIe, XVIIIe siècle, et demande aux paroisses, un peu comme aujourd'hui aux États, de s'occuper de leurs pauvres. Du coup, chaque paroisse ne veut plus prendre les pauvres de l'autre. Et cette loi va instaurer une sorte de difficulté de bouger, va créer des papiers que les paroisses et les gens appartenant à la paroisse doivent fournir pour pouvoir bouger d'une paroisse à l'autre. Donc c'est une question de comment s'occuper des pauvres peut en fait nous amener à leur interdire de bouger. Oui, c'est un des fondements de l'argument pervers, l'effet pervers. C'est un des premiers exemples qui a été donné de l'effet pervers. Et à force de vouloir assister les gens, on obtient le résultat contraire de ce qui est. Bon, je crois qu'on va quand même recueillir une question dans le public. Il est 1 heure, mais vos estomacs sont... Oui, je vous en prie, allez-y. Oui. Le Portugal, Chypre et Malte. Alors au Portugal, si vous créez 30 emplois, à ce moment-là, on vous permet d'émigrer. Si vous apportez et vous payez à Malte 50 000 euros par personne, on vous donne le titre de séjour. Et à Chypre, si vous faites un dépôt de 100 000 euros, vous êtes bienvenu. Alors, est-ce que ça ne traduit pas aussi une migration des valeurs ? Juste un détail, ce type-là de migration existe dans beaucoup de pays. Au Canada, par exemple, vous échappez au système à points si vous apportez vous-même un capital et que vous devenez employeur. Il y a beaucoup de pays qui font ça, mais il est possible qu'effectivement ces pays-là aient récemment introduit. Qui veut, vous voulez ajouter oui ? Juste faire un commentaire. Je ne connais pas très bien la législation en question, mais si on regarde d'autres études sur la création d'emplois par les migrants et l'innovation. Par exemple, pour les États-Unis, on a fait des études, je ne sais pas pourquoi pour la France, on n'en fait pas, de voir le nombre de brevets ou le nombre de start-up créés par les migrants. Enfin, c'est assez considérable. Donc, ces lois ne m'étonnent pas, vu qu'il y a un potentiel de création d'emplois important. Monsieur Sèvres. Revenons sur la question d'intégration.
Je crois que ça renvoie à ce qu'on appelle en droit l'usage des standards, comme bon père de famille, bonne mœur. Alors, ça a des avantages logiques, ça a aussi des avantages sociologiques ou économiques, parce que ça permet de laisser aux juges des appréciations et aux avocats de garder un aléa sur le résultat d'une procédure. Et donc, les économistes du droit expliquent que les standards ont aussi des avantages parce qu'elles permettent finalement de laisser du travail aux professionnels du droit. Une latitude d'appréciation qui fait partie du système, oui. Alors, la question ayant été très brève, Géraldine peut-être, non? Qui voulait... Oui, il y a une question tout à fait au fond, on va prendre... Oui, allez-y. Ah, pardon, parce que excusez-moi, les projecteurs ne me permettent pas de très bien voir. Voilà, j'avais une question complémentaire Allez-y. sur l'intervention sur la définition. Quelle est la place des circulaires qui sont éditées, puisqu'il y a des circulaires internes, notamment au ministère de l'Intérieur, dans le cadre de la France, et justement, quelle est leur place par rapport à leur définition de l'intégration, et si circulaires existent dans d'autres pays également, quelle est leur place? C'est pour Vanessa. Bien sûr, les circulaires explicitent les textes juridiques, mais on voit bien, dans le cas tout simple que j'ai cité, que malgré tout, les interprétations peuvent quand même être assez libres, en tout cas de la part des autorités administratives. Donc, les circulaires peuvent... je trouve ça un petit peu dommage que ça soit aux circulaires de détailler des textes généraux. Pourquoi pas une définition, dans ce cas-là, générale dès le départ? Comme ça éviterait d'avoir une multitude de textes interprétés de manière différente par les autorités administratives. Pour rejoindre la question que vous posiez aussi, c'est vrai qu'il faut toujours une petite part de latitude. De toute façon, la définition la plus précise possible est impossible. La précision totale est impossible. Il y a aussi une part d'arbitraire, forcément, et de discrétion, je dirais, de pouvoir discrétionnaire de l'État qui décide aussi d'accueillir qui il souhaite. C'est une part du pouvoir discrétionnaire de l'État et de sa souveraineté. Encore faut-il donc peut-être décider de la proportion entre l'arbitraire et le précis donc, dans cette définition. Oui. Oui, bonjour, Yves Brem du ministère de l'Intérieur. Je voulais juste préciser vis-à-vis de ces lois pour contribution exceptionnelle, économique exceptionnelle, que ça existe aussi en France. Voilà, mais les conditions sont tellement... il y a très peu très haut qu'il y a eu 3 ou 4 en... Non, même pas. C'est 3 ou 4 personnes en 2 ou 3 ans. Combien? 3 ou 4 personnes en 2 ou 3 ans. Ah oui, d'accord. Vraiment, l'admission exceptionnelle, je crois que c'est vraiment un montant énorme. Je crois que c'est 1 million d'euros, quelque chose comme ça. J'avais sinon plutôt une question pour Vanessa Barbet. Et j'aimerais en fait avoir votre avis sur le fait que le terme intégration est petit à petit en train de disparaître actuellement de l'administration française avec la suppression du Haut-Commissariat à l'intégration, la suppression du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration. Qu'est-ce que vous pensez que ce que ça signifie? Ce que ça signifie, j'ai pas l'impression que ça disparaisse de la politique, puisque j'ai reçu un communiqué de l'AFP hier soir d'ailleurs qui a suscité quelques effrois chez moi parce que je me suis dit que peut-être j'allais trouver une définition de l'intégration. Je suis en train de le chercher, c'est tout simplement le lancement de la politique d'intégration du gouvernement, de la nouvelle politique d'intégration, de la refondation de l'intégration, qui sera annoncée pour la fin de l'année. Donc, j'avais pas l'impression que ce terme disparaissait de... Parce qu'il y a deux discussions parlementaires qui ont commencé. Et la décision a été annoncée il y a quelques jours seulement qu'il y aurait sans doute deux lois séparées, l'une sur l'asile et l'autre sur l'intégration. Bien, mais écoutez, merci infiniment. Oui, allez-y alors, si c'est bref, et je vous en prie. Oui. Par rapport à la circulaire du 28 novembre 2012 sur l'intégration, donc il y a à la fois question d'une intégration par le travail, et il faut apporter une preuve d'exercice du travail par des fiches de paie, et en même temps le Code du travail interdit le travail pour ceux qui n'ont pas de carte de séjour. C'est une contradiction qui a souvent été relevée et qui effectivement est... Merci beaucoup, merci pour votre attention. Donc Gilles, tu fais l'annonce. Donc nous sommes invités à nous restaurer dans le hall et à reprendre à quelle heure, ce qui est indiqué sur le programme que je n'ai pas sous les yeux, j'aurais dû l'avoir.
À 2 heures. À 14 heures, nous reprenons. Merci.